Alors, le matin se poursuit avec maintenant le passage du chroniqueur politique Agapite Napoléon Maforican qui va dire son chronique avec pour titre évocateur aujourd'hui Vaincre ou périr, la révolution ou la mort. Vous pouvez l'imaginer, les couleurs ce matin ne sont pas innocentes. Agapite Maforican, bonjour. Bonjour. Bonjour Latifou, bonjour Lali, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, alors, il y a que, effectivement, comme nous l'avons dit, les couleurs et même le titre de votre chronique sont évocateurs. Il y a, on va dire, il y a nécessité en réalité à insister à un moment donné quand vous parlez de vaincre ou périr. Insister dans quoi? Écoutez, c'est un bloc, vaincre ou périr. Ça, c'est le postulat. Et le moyen, donc le canal par lequel il faut vaincre ou périr, on doit vaincre ou on va périr, c'est la révolution. Soit on réussit cette révolution, soit on meurt. Alors, quoi pour dire cette formule empruntée à des périodes données, mais pour expliquer, pour synthétiser un tout petit peu ce qui se passe actuellement, parce que vous voyez, depuis 2016, et puis nous célébrons les 3 ans du gouvernement de Patrice Talon, et que nous sommes dans une période délicate actuellement. Cette période illustre au summum un peu la situation dans laquelle nous avons végété depuis 1960, depuis 1990, où on a pensé qu'on a vaincu une certaine fatalité, mais nous sommes toujours restés dans cette ambiance d'enfants gâtés qui s'amusent à se faire peur et incapables de prendre le destin en main, et toujours là à remettre en cause ce que nous-mêmes nous avons bâti tant que nous sommes perturbés par ce qui nous arrive. Et donc, nous prenons un changement, nous sommes d'accord pour aller aux élections, par exemple pluralistes, mais à partir du moment où les règles s'imposent à nous, on n'est pas capable de les accepter. Nous avons voulu d'une Sénat, mais à partir du moment où on ne contrôle pas la Sénat, parce qu'on veut la contrôler, donc elle n'est pas légitime. Nous voulons aller aux élections avec la LEPI. À partir du moment où on ne contrôle pas l'organe qui contrôle la LEPI, on ne maîtrise pas, disons, on n'est pas d'accord avec un certain nombre de mécanismes, alors il faut laisser la LEPI aller aux élections avec la liste manuelle. Nous sommes prêts à aller aux élections, mais avec un nouveau code électoral, changer le système partisan. Mais à partir du moment où on est obligé de contraindre un certain nombre de formalités, on n'a pas envie, il faut qu'on abandonne le processus. Voilà un peu cette forme d'enfants gâtés dans lequel on est assis douillet. Et qui sont ceux qui le font? C'est une certaine classe, un peu ce que j'appelle la bourgeoisie intellectuelle, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet s'appellent des élites, mais en réalité se complaisent dans une position sociale que nul ne leur a accordé. Il ne s'agit pas d'aller à l'école, de collationner des diplômes pour être le meilleur de la société. Donc, vaincre ou périr, c'est qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, le président Talon a amorcé, disons, mieux que ses prédécesseurs, cette forme de gouvernance qui a les yeux beaucoup plus fixés sur la boussole qui est vaincre. C'est-à-dire que pour lui, nous devons gagner. Et il a dit clairement par le nouveau départ, par la rupture et surtout par ce programme Bénin Révélé. Il se fait que naturellement, ça induit des changements profonds dans la pratique, dans les manières de faire, dans les manières de penser, dans les manières d'agir, dans les manières d'exister. Et ça perturbe naturellement beaucoup de personnes. Est-ce qu'il faut, parce que ça perturbe, faire marche arrière? Oui, des présidents ont fait marche arrière. Je n'en veux pour preuve. Bon, si on estime que le président Soglo a été plutôt lui bloqué dans l'élan par l'élection de 1996, le président Yahi, lui, a fait plusieurs fois marche arrière. Il s'en est désolé plusieurs fois, notamment en passant du changement à la démocratie, à la dictature du développement qu'il a tenté de lancer en vain, mais en passant du changement à la rupture, à la refondation, du changement à la refondation, il a clairement démontré que le changement ne peut jamais advenir si on ne refondait pas la République. C'est clair, c'est dans les discours de Boni Yahi, dans sa décennie, notamment en 2010-2011, au moment où il briguait la seconde magistrature suprême, en 2011, il était clair qu'on ne peut jamais atteindre ce changement si on ne refondait pas la République. Refonder la République, ça passe toujours selon Boni Yahi, par la restauration des valeurs éthiques, morales et spirituelles. Et cela passe un certain nombre par des réformes politiques et institutionnelles.
Voilà un peu le diagnostic. Mais aujourd'hui, ce que Patrice Talon fait n'est pas différent. Rebâtir la République, c'est remettre ces valeurs éthiques, morales et spirituelles, dont le travail, dont l'abnégation, dont un certain nombre de comportements vertueux des acteurs, des agents publics. C'est de cela qu'il s'agit. Et surtout de cette bourgeoisie intellectuelle que j'appelle la classe sociale, l'élite. L'élite qui doit pouvoir avoir un comportement d'exemple. Or, c'est cette élite qui se complaît un peu dans le fauteuil vautré, donc qui se vautre donc dans une sorte Léthargie. non, pas de danger, dans une sorte donc de droits acquis, où quand ça ne nous arrange pas, on peut revenir là-dessus. Je pense que ça doit valoir pour tout le monde. Vaincre, c'est pour tout le monde, et périr, c'est pour tout le monde. Alors la révolution Talon, qui a commencé en 2016, doit se poursuivre au-delà de tout, tant qu'elle est fondée sur la liberté et sur les droits, les lois de la République. Qu'il ne vous échappe pas que la Constitution du 11 décembre 1990, une Constitution à laquelle tout le monde accorde la valeur, que personne ne veut qu'on révise. Cette Constitution affirme la primauté du droit et des libertés, la primauté du droit, donc crée l'état de droit et la démocratie. Donc cette primauté de droit que vous retrouvez à l'article 2, le gouvernement du peuple par le peuple, le Bénin est un état de droit. Déjà dans le préambule, je veux dire dans le préambule, cette primauté de droit, c'est affirmé dans notre préambule. Donc rien que je ne parle même pas des premiers articles où ça a été réaffirmé, ainsi de suite, au niveau des tout premiers articles notamment. Donc, vous comprenez que l'état de droit ne peut se bâtir dans une négation du droit. Deuxième chose, le peuple. Tout le monde dit qu'il parle du peuple. Mais notre constitution également a statué sur le peuple. Article 2, article 3, article 4. Et on retient de l'article 3 qu'aucune faction ne peut se permettre donc de dire qu'il représente le peuple. Le peuple exerce ses prérogatives, soit directement par référendum, ou alors par ses représentants élus. Il n'y a pas une troisième voie. C'est soit directement par référendum, ou par ses représentants élus. Aujourd'hui, les représentants élus du peuple ont voté des lois dans les conditions régulières, des lois qui s'imposent à tous dans le cadre de l'état de droit et dans le cadre des dispositions de notre constitution qui s'imposent à tous. Et aujourd'hui, ils sont tous qui parlent de remise en cause, qui veulent la remise en cause. Et ce n'est pas dans le peuple, ce n'est pas dans la grande masse, ce n'est pas dans les populations à la base, c'est plutôt cette élite bourgeoise, intellectuelle, et je parle de la bourgeoisie intellectuelle, donc c'est tous ceux qui compilent un certain nombre de diplômes et pensent que c'est ça qui fait l'état de droit. Non, nous avons besoin des diplômés, nous avons besoin des couches sociales, nous avons besoin des ouvriers, nous avons besoin des artisans, nous avons besoin de tout le monde, et tout le monde constitue individuellement le citoyen du pays. Et c'est ensemble que nous constituons le peuple. Donc, personne ne peut exercer une dictature de la pensée, une dictature sociale, de la position sociale sur l'autre, en pensant qu'on peut imposer. Voilà un peu la démarche du chroniqueur de ce matin, alors, qui vise, je finirai par là, oui, une démarche qui vise donc à montrer que nous sommes tous embarqués dans une révolution que nous avons acceptée en 2016, qu'on ait voté pour ou contre, mais qu'on a accepté par les suffrages dont le président est détenteur, les suffrages portés sur le président Patrice Talon, qui a prôné un nouveau départ, et au second tour, avec la coalition de la rupture, donc on savait déjà en 2016 que le président a fait cette option, à charge de le soutenir ou de ne pas le soutenir. On l'a soutenu quand il dit, oh, pas individuellement, mais on l'a soutenu, c'est le Bénin qui l'a soutenu, parce qu'il a eu les suffrages requis pour être là, il a un mandat régulier, on doit pouvoir s'y faire, et surtout que les actes sont conformes à la Constitution et aux lois de la République. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces résistances-là? Non, les résistances, c'est quand, vous voyez, là où vous êtes, quand vous vous levez tous les matins, vous avez des mécaniques, vous avez un certain nombre d'actes, de comportements, que vous avez. Le jour où on vous perturbe, le jour où on vous dit vous n'aurez plus à faire ça, ça vous dérange. En fait, tout ce qui est nouveau crée le trouble, jette le désarroi dans l'individu. On n'a pas envie d'être perturbé dans son confort, dans sa manière d'être. On a envie juste d'évoluer socialement, de changer de classe, de changer de statut. Mais on n'a pas envie d'avoir des contraintes. Ça, c'est l'individu. Alors, il faut se surpasser pour y arriver. Et c'est ce qui est. Donc, les résistances sont humaines. Tout changement induit des résistances. La première chose qu'on doit faire, c'est faire cette coalition contre les résistances. La coalition pour le changement, la coalition contre les résistances. Alors, la coalition contre les résistances pour le changement, le président a réussi à le faire. Et c'est ça
la plus-value. C'est ça son avantage concurrentiel, s'il faut utiliser le langage d'entreprise. C'est ça son avantage concurrentiel. Sur ces autres, sur ses prédécesseurs, il a réussi cette coalition pour le changement, déjà en mobilisant les populations. Regardez les actions sociales, de changement, de révolution qui ont été menées dès le début du quinquennat du Parti Talon. Regardez le déguerpissement, la libération des espaces publics. C'est des mesures qui ont fait mal, mais les populations se sont exécutées franchement de bon cœur. Beaucoup n'étaient pas d'accord, mais ont estimé que si c'est le passage, si c'est la voie à entreprendre pour embellir notre grande ville, il faut le faire. Le gouvernement s'est excusé et on essaye donc de régler, de réinstaller. Je pense que le ministère de cadre de vie a fait des sorties en ce temps. Le président lui-même a fait des sorties. Deuxième chose, au moment où on a mis en place un certain nombre de lois, loi sur l'embauche, loi sur la grève, les grèves par exemple. Toutes ces lois visent à changer de comportement. L'embauche, quand vous êtes dans l'entreprise, déjà assis sans productivité, on ne peut pas créer la croissance. Et sans la croissance, on va faire de la richesse. Donc, il a connu que... donc, les populations se sont adaptées. Même, moi, j'ai toujours vu de manière... J'ai toujours apprécié, franchement, ouais, quand on a changé les prix des péages, au niveau des péages, mais j'avoue que les gens n'étaient pas d'accord. Ça a manqué. Mais... les gens ont compris quand le directeur général des infrastructures est passé, a expliqué sur les plateaux, pour dire, il a démontré qu'on ne pouvait plus faire autrement. Mais ça a marché. Alors, donc vous comprenez que les résistants, ce n'est pas nos populations à la base. Les résistants, c'est l'élite. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'élite. Et vous l'avez vu dans une sorte de lettre ouverte ou de ceux qui appellent le président à prendre des ordonnances. Alors que l'article 68 et 69, les articles 68 et 69 de la Constitution sont très clairs. Et pourtant, c'est eux qui ont été à l'école qui demandent au chef de l'État d'aller à la violation de la Constitution, de l'esprit des articles 68 et 69 de la Constitution. C'est eux qui font les résistants. C'est eux qui parlent de situations pré-insurrectionnelles au moment où dans nos localités, ça va régulièrement. C'est quand les gens payent d'autres pour marcher, les gens payent d'autres pour détruire les édifices publics, les gens payent d'autres pour avoir des actes anticiviques. C'est les mêmes personnes qui parlent après de crise. Et quand vous lisez quand même des gens de certains niveaux, vous parlez de situations pré-insurrectionnelles, vous vous inquiétez. Parce qu'on se demande qui met des idées dans la tête d'autres, qui a intérêt à ce que ça se désagrège. Donc, qui sont les résistants? Les résistants, c'est l'élite. C'est ceux qui pensent qu'ils doivent en imposer à d'autres. Or, notre constitution est claire, le peuple, ce n'est pas une frange, ce n'est pas une fraction, ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une organisation, c'est l'ensemble et le peuple exerce sa souveraineté, soit par référendum directement, soit par ses représentants élus et non par voie de réseaux sociaux, par voie de presse, par la rue. Notre constitution n'a pas reconnu ces modes de fonctionnement et donc ceux qui mettent les pressions. De cette manière, je pense qu'ils mettent à mal la République. Ils sont en pleine violation. Ce n'est pas de la mauvaise foi, puisque le respect des lois n'est pas nouveau. Non, c'est-à-dire que c'est une sorte... Le respect des lois, c'est un fondement de la démocratie, de l'état de droit et de la démocratie. C'est-à-dire que l'un des socles, c'est le respect. Tout le monde est obligé. Nul ne peut. On ne peut pas gouverner par la dictature de la pensée. Non, le préambule de notre Constitution, les articles de notre Constitution sont très clairs en la matière. Et comme je vous l'ai dit, le droit est fondé, la démocratie, l'état de droit, c'est fondé sur le respect de la loi. C'est clair. Et le peuple exerce sa souveraineté dans le cadre de la présente Constitution. C'est-à-dire que notre Constitution, que tout le monde apprécie d'ailleurs. Enfin, en tout cas, qu'on a érigé en fétiche, en totem, cette constitution doit quand même être respectée. C'est quand même bizarre qu'on dise que notre constitution, on y tient, il ne faut pas toucher à touche pas à ma constitution, change pas ma loi fondamentale. Comment on peut dire ça et au même moment on n'est pas en mesure d'en respecter les conditions, les dispositions. Chacun est libre, mais dans le cadre du respect de la loi. Et le peuple, comme je le dis toujours, ce n'est pas le monde des réseaux sociaux, ce n'est pas les médias, ce n'est pas la rue, ce n'est pas l'agitation, ce n'est pas l'université, ce n'est pas les syndicats. Le peuple, c'est tout cela réuni. Le peuple, c'est quand nous exprimons notre foi, nos voix,
lors des suffrages, lors des élections, lors des scrutins, je veux dire, quand nous exprimons nos suffrages, lors des scrutins. Par exemple, quand il y a un référendum, c'est le peuple directement qui officie. On a eu droit à un seul référendum, c'est le référendum qui a consacré la Constitution du 11 décembre 1990. Mais depuis lors, la démocratie dans laquelle nous sommes, c'est une démocratie représentative où le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus. Alors, est-ce qu'on a envie de remettre en cause les représentants élus? Aucune agrégation universitaire, aucune posture sociale, aucune condition religieuse n'autorise quelqu'un à dire c'est moi le peuple, je parle au nom du peuple. Celui qui peut parler au nom du peuple aujourd'hui, celui qui peut parler au nom du peuple, c'est le président de la République élu régulièrement et qui a un mandat. Et dans le cadre de son mandat et dans la durée de son mandat, il peut parler au nom du peuple. Les députés élus à l'Assemblée nationale, faute des lois, contrôlent l'action du gouvernement au nom du peuple. Dans le cadre de leur mandat, dans le cadre de la durée de leur mandat, les maires, les représentants de l'État, eux, ils ont statut, tout le reste va exprimer sa liberté, va exprimer ses opinions librement, mais pas en imposer à d'autres. Sinon, on rentre dans la violation, c'est le voie de fait à notre Constitution, la violation de notre Constitution. Et ça ne peut pas prospérer normalement les citoyens, ceux qui sont épris donc, du respect de notre Constitution, du respect de l'état du droit, de la préservation de notre démocratie. Ils doivent se lever dans le respect des lois de la République pour dire non à ces gens qui pensent qu'ils peuvent imposer la pensée. Ils peuvent imposer leur pensée en prenant d'assaut les réseaux sociaux, en prenant d'assaut les médias, en prenant d'assaut la rue, en prenant d'assaut les bars, en prenant d'assaut l'opinion, pensant qu'aucune opinion ne peut s'imposer au peuple. Alors jusqu'ici, est-ce que tout cela impacte la gouvernance de Patrice Talon? Vous avez déjà évoqué le cas du président Yahi qui a dû faire marche arrière plusieurs fois. Est-ce que jusqu'ici, tout ça inquiète parce que ça impacte la gouvernance Talon? Non, on ne peut pas dire que ça impacte, mais vous savez, quand vous êtes chef d'État, vous savez, le président, je pense que je l'ai dit une fois, je découvre la méthode du président Talon. Je pense qu'on a élu, le peuple a élu en 2016, un président qui a les pieds sur terre et la tête bien droite. Donc les pieds sont sur terre et la tête est bien posée sur ses épaules pour conduire le pays. Je le dis, pas parce que je suis un fan particulièrement, le président je ne le connais pas particulièrement, mais je le dis parce que il ne savait pas au moindre coup, au moindre mouvement, au moindre réaction. Le président lui-même a constaté le 25 février que quelque chose allait mal. Il a demandé au parti de l'opposition d'aller. Il a demandé à son administration de faire en sorte que les documents administratifs soient délivrés dans le temps. Mais il a dit en même temps qu'il n'a pas pouvoir à impacter sur les élections. Mais c'est clair, c'est ça que les lois dit. Le 6 avril, le 6 mars, il a répété la même chose en envoyant les députés qui sont les représentants politiques. On leur dit, allez faire le consensus, c'est la seule voie, mais c'est la seule voie possible. Mais si les gardiens ne le font pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où j'entends certains, je lis d'autres, je me dis, mais ils étaient où quand ça se faisait? Ils dormaient. Ça me rappelle cette femme de la cigarette de la fourmi qui me fait toujours rire. Parce que quand les gens chantaient pendant tout l'été, au moment de la semence, ils se découvrent fort dépourvus. Non, il faut qu'ils soient vigilants. Ceux dont on parle, moi, je ne suis pas dans les officines présidentielles. Je ne suis pas conseiller, je ne suis pas consulté. Mais je suis un analyste de situation. Je me rends compte que 3 ans après, le président Talon est resté dans sa ligne de conduite. Je pense sur la boussole en regardant toujours droit devant lui et avancer. Moi, mon souhait serait, c'est ça la révolution ou la mort. Le souhait serait que le président continue la lutte sociale, la révolution qu'il a entamée depuis et qui est acceptée par le plus grand nombre de nos populations. Puisque vous sillonnez le pays, vous voyez comment les gens sont disciplinés, comment les habitudes changent. Mon souhait, c'est que le président ne cède pas aux sirènes de ceux qui ne veulent pas que ça marche, aux sirènes de ceux qui, pas parce qu'ils soient de mauvaise foi, je le dis toujours, mais parce qu'ils ne veulent pas que leurs conditions changent. Ils ne veulent pas abandonner les privilèges, les postures, les avantages, les conditions, les places qu'ils ont aujourd'hui. C'est ceux-là qui veulent que ça se maintienne. Il faut écouter tout le monde. C'est le propre de tout président. Et je pense que le président de la République a fait l'effort
en tout cas, depuis que cette situation au niveau des élections a été créée de toutes pièces, le président a fait. Regardez les conditions dans lesquelles les lois électorales, le code électoral, la réforme du système partisan ont été lancées. Il y a eu un séminaire inclusif. Tout le monde qui a été convié. Ils ont parlé, ils ont travaillé en commission. Tout le monde a contribué. Mais quand il s'agit de traduire ça en loi, là, les gens commencent à se rebuffer. Parce qu'ils ont vu, ils ont commencé par voir les difficultés. Est-ce que payer les impôts doit être un débat? Est-ce que satisfaire aux conditions fixées par une loi doit être un débat? Donc, le président, s'il cède aux sirènes, on aurait perdu, la révolution aurait échoué et on aurait reculé de 20 années. Ça veut dire, au moins, ça veut dire quoi? On aurait péri parce que cette génération d'aujourd'hui qui est là n'aurait servi pas à grand chose. On aurait fait du bruit pour rien, de l'agitation pour rien. Donc, il est important de garder les yeux rivés sur la boussole et de dire que c'est fait à vaincre ou à périr et faire l'option de la victoire, faire l'option de la révolution. La révolution qui impacte durablement le pays et qui permet aux populations demain de dire « Ah, heureusement, il a fallu cet épisode 2016-2021, il a fallu des patriotes, comme le président Patrice Talon et tous ceux qui l'ont entouré, tous ceux qui l'ont aidé, le gouvernement, l'Assemblée nationale, les maires et tout le peuple et de toutes nos contrées qui ont accompagné ce processus. Je pense que c'est cette bataille qui est en train d'être livrée. Donc, et dans cette bataille, comme je l'ai dit toujours, il y a toujours des résistances. Et la résistance ne doit pas faire fléchir le président de la République. Le président ne doit pas fléchir, mais il y a quand même un débat sans doute à faire au niveau de ce que nous appelons communément peuple. Vous l'avez dit, la Constitution est claire là-dessus, mais il y a quand même des acteurs nouveaux émergents comme la société civile. Comment aborder ces sujets-là? Des acteurs nouveaux émergents, j'aime bien cette formule. Excusez. Non, c'est vrai que le concept de société civile a été... C'est des concepts nouveaux et qui classent un peu tous ces acteurs qui ne sont pas politiques, en tout cas pas partisans, et qui relèvent toujours donc de l'initiative directe des acteurs non politiques ou non partisans, et pour impacter tel ou tel domaine. Ils ne sont pas le peuple. Ils ne sont pas le peuple, pas plus qu'un syndicat n'est pas le peuple, pas plus qu'une confession religieuse et philosophique n'est pas le peuple, pas plus qu'une organisation quelle qu'elle soit n'est pas le peuple. Le peuple, c'est l'ensemble. Et il n'est palpable que lors des élections. En dehors de ça, il n'existe pas. Il n'y a pas une entité, le peuple. Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est toute la communauté qui vit dans l'espace bénin, qui est assujettie aux lois du Bénin, qui bénéficie de la protection des pouvoirs publics béninois. Et c'est cela. Donc, le peuple exerce sa souveraineté, soit directement par référendum, soit par ses représentants élus. Quand on le dit, vous comprenez que l'élection devient la voix pour le peuple, la seule et l'unique voix pour le peuple de ce moment. J'ai entendu Albert Levoy dire, oui, on donne son pouvoir et le peuple vous l'arracher. Non, il n'a pas compris. Je pense que le professeur il est passé à côté. Dans le cas de notre constitution, si nous tenons à la constitution, sauf si on appelle à un ordre nouveau, et je ne sais pas si c'est pas comme cela qu'il faut le faire, si on doit tenir à la Constitution, au respect de notre Constitution, il est évident que le peuple exerce sa souveraineté par référendum ou par ses représentants régulièrement élus. Et aujourd'hui, ces représentants élus, c'est le président de la République, c'est les députés, c'est les élus locaux, c'est eux. Et maintenant, les pouvoirs qui découlent donc les préfets et tous les autres. Donc, c'est cela que notre Constitution dit. Est-ce que chaque individu, chaque béninois est une constitution? Oui, chacun peut accroître ses égaux en pensant qui constitue la constitution. C'est normal, c'est sa liberté. Mais sa liberté ne peut pas s'imposer. L'ordre qu'on a mis en place depuis le 11 décembre 1990, c'est un ordre constitutionnel qui précise le cadre du peuple. Donc moi je ne veux pas faire de la philosophie du peuple, je reste dans le droit du peuple. Le droit, c'est ce peuple qui n'existe que lors des élections et qui confie son destin, soit directement, quand on le consulte, soit à des représentants qu'il a élus lui-même régulièrement. À charge à ces représentants d'incarner cette volonté populaire. C'est ça le sens des élections. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans le respect du peuple. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun grain
dans ce qui se fait. Puisque c'est cela. Rien ne se fait aujourd'hui qui n'a été fait hier. Et rien ne se fait au Bénin qui ne se fait ailleurs. C'est parce qu'une frange n'est pas d'accord pour une loi que la loi ne doit pas s'appliquer. Et qu'il n'échappe à personne que les deux lois aujourd'hui incriminées, le code électoral et la charte des partis politiques, ont été votées à une très écrasante majorité. L'un a une seule voix contre et l'autre a une écrasante pratiquement 75-80%. C'est important. Alors, quand des lois sont votées de cette manière, comment peut-on dire que leur application relève donc d'une certaine dictature, même mise sur les institutions, lorsque toutes les institutions régulièrement installées, et je précise, pas installées par le président Talon, comme j'ai eu à le dire, l'Assemblée nationale qui est là n'a pas été élue sur le président Talon. C'est en 2015. La HAC qui est là existe depuis 2014. La Cour suprême est là depuis février et mars 2016. Le président Talon est venu en avril 2016. Le Conseil économique et social depuis 2014. Le médiateur de la République depuis 2013, si je ne me trompe. Alors, 2014. Donc, le médiateur de la République et la Sénat depuis 2014. Le médiateur et la Sénat qui ne sont pas des institutions constitutionnelles, mais des gens légales. Alors, quand vous regardez, il n'y a que la Cour constitutionnelle qui a été renouvelée jusque-là. Alors, quand ces institutions de la République, régulièrement en place, constatent que tout se passe dans les conditions normales, que les lois sont respectées et qu'on peut continuer le processus électoral à défaut d'avoir ce consensus politique qui aurait permis d'aménager les choses, d'opérer des réglages. Parce que le changement aussi, c'est les réglages. Comme je vous ai toujours parlé de la coalition. Quand vous avez fini, après il faut avoir un œil sur un certain nombre de choses qu'on peut régler en cours de route pour ne pas foncer non plus la tête et les yeux baissés. Donc, c'est pour ça que les réglages peuvent s'opérer. Et ces réglages auraient pu fonctionner s'il y avait eu le consensus au Parlement. Donc, les institutions de la République disent il n'y a pas de consensus. Mais ce que je fais n'est pas contre les lois de la République. Au contraire, les lois sont régulièrement respectées. D'après ce moment-là, continuons le processus. Le gouvernement n'a pris acte. Quel est le problème aujourd'hui? Moi, quand je lis des papiers, quand j'ai lu cette lettre ouverte du procès d'université, je dis mais ce débat doit se faire en amphi. Et normalement, il faut que le procès soutienne devant ses collègues sa position. Parce qu'il reproche quoi? Est-ce qu'il fait du président de la République un être supraconstitutionnel? Est-ce que le président de la République est au-dessus de notre constitution? Il faut que le débat se fasse. Moi, je l'invite au débat. Je l'invite au débat. Je voudrais bien qu'on discute. Je ne veux pas lui procès par nous. Par sa lettre ouverte, où il a parlé d'un certain nombre de choses, de situations institutionnelles, des pouvoirs du président de la République, et il pense que le président les quatre en main. Je pense qu'il faudrait qu'il nous dise est-ce que le président est un être supraconstitutionnel au regard de la Constitution du 11 décembre 1990? Est-ce que la science politique érige le président de la République au-dessus des institutions? C'est de cela qu'il s'agit. Après, est-ce que la science politique fait que lorsque certains ne sont pas contents d'une loi votée, on doit arrêter, cela doit justifier une situation pré-insurrectionnelle au point d'arrêter le fonctionnement des institutions, au point d'arrêter le fonctionnement régulier de l'État, au point d'infléchir une position gouvernementale. Il m'est arrivé de remarquer que la loi Obama sur Obamacare a été combattue par un certain nombre d'orthodoxes, mais elle a été votée, appliquée, et qu'à l'arrivée de nouveaux pouvoirs, ils ont dit bon, on revient là-dessus. Comme les lois sur l'immigration en Europe, en France régulièrement, c'est voté ici, c'est abrogé là, c'est revoté. Comme la loi sur le mariage pour tous, les gens ont manifesté, pourtant la loi a été votée. Le mariage se situe, le mariage entre deux personnes du même sexe se célèbre. On n'a jamais dit, et pourtant, des gens manifestent, mais ils n'ont jamais dit abrogé. Alors, je ne comprends pas ces postures des intellectuels du Bénin. Il ne faut pas embrouiller le peuple. Et ça valide ce que dit le président Kérékou. Quand on parle d'intellectuels tarés, dépaysés, il y a certains qui incarnent un certain nombre parce qu'ils embrouillent. Et donc, du coup, on se demande, est-ce qu'ils même maîtrisent de quoi ils parlent? Est-ce qu'il n'y a pas un certain dépaysement par rapport à ce qu'on a appris? C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous le dites, on dit non, vous êtes payé pour le dire. Non, c'est parce que vous retirez votre compte. C'est parce que... Non, il faut que le Béninois cesse d'être un enfant gâté. Il faut que l'intellectuel béninois cesse d'être un enfant gâté pour devenir un citoyen à part entière. Comme nos populations qui se lèvent le matin, la roue, la daba, le coucou,
un certain nombre de biens, aller dans les champs, cultiver pour nous donner à manger. Le pêcheur qui va sur les lacs, les fleuves, et pour nous faire manger. Ceux qui jettent leur filet dans la mer pour tirer le poisson. Il y a beaucoup qui prennent leur véhicule pour les émigrants. Il y a des intellectuels, des gens qui ont des diplômes, bac plus 5, qui conduisent. Il y en a qui... Donc, ceux-là, ce n'est pas ceux qui se lamentent du matin au soir. Ceux qui se lamentent, c'est ceux qui sont assis dans leur bureau climatisé et qui produisent de la pensée, pas nécessairement positive, mais la pensée qui recule et qui nous ont toujours, les pensées qui nous ont toujours reculé depuis des années. Moi, je dis, je prône une diversité de pensées, je prône la liberté d'opinion de chacun, mais dans le respect des lois de la République, dans le respect de nos institutions, dans le respect des pouvoirs que nous conférons à nos institutions. C'est ça. Si on ne peut pas le faire. Donc, moi, quand j'entends, par exemple, cette affaire de l'article 108, 109, il faut qu'on cesse de le dire. Parce que je pense que ceux qui le disent, ils se dégradent même en le disant. Parce que ce n'est pas possible. C'est vrai, le président peut le faire s'il le veut. Mais il aurait abusé. C'est vrai que ce pouvoir-là n'est pas... il peut se l'octroyer. Se l'octroyer. Mais les conditions prévues à l'article 108, la condition, auraient été violées. Et on aurait ouvert une boîte à Pandore. Si on l'autorise aujourd'hui, c'est qu'il faut autoriser désormais le président de la République, à tout moment, à trouver des arguments nécessaires pour enclencher l'article. Mois ou quelques jours. Enclencher l'article. Donc quand il est bloqué, de quelque manière que ce soit, il va dire l'article 108, 109. Il faut éviter ce genre de dérive. Je pense que nous devons nous appliquer une certaine discipline. Et cette discipline est aujourd'hui le leitmotiv, la tasse de thé du gouvernement en place. Je pense que ce gouvernement nous impose cette discipline. Les 3 ans de Patrice Talon, c'est 3 ans de mise en route du citoyen. Donc nous sommes remis en route dans notre discipline, à suivre la boussole de la discipline. Je pense que ça fait mal quand on a pris des habitudes, mais il faut qu'on fasse l'effort de respecter cette discipline. Une question pour sortir de votre chronique, c'est quand même comment en est-on arrivé à cette primauté de la voix de la minorité, fût-elle l'élite? Comment en est-on arrivé donc à cette confusion-là dans la consommation du bien démocratique, si vous le voulez? Non, écoutez, il y a toujours dans une société, il y a toujours les leaders. Il y a les leaders de fait, il y a les leaders de droit. Les leaders de fait, c'est ceux qui utilisent tous les moyens à leur disposition. Quand vous êtes professeur d'université, vous utilisez l'amphi. Si vous êtes instituteur, quand vous êtes pasteur, mais prêtre, vous utilisez les temples, vous utilisez les églises, vous utilisez les mosquées. Chacun utilise les moyens. Donc, on devient leader de fait. Et on passe. C'est comme les médias. Les médias utilisent les canaux, les facilités qu'ils ont pour faire passer leur voix. On se dit objecteur de conscience. Les communicants utilisent aujourd'hui la libéralisation de l'espace communicationnel par le tout numérique et les facilités que cela impose à travers les médias sociaux. Fait de tout le monde, un journaliste, un producteur d'information, ça fait que tout le monde peut contribuer. Le problème est que tout le monde peut contribuer à faire de l'information. Le problème est que, puisque notre société est habituée à consommer, à regarder le diplômé comme l'éclaireur, à regarder le prêtre, le pasteur comme celui qui nous montre la voie, comme le guide, il y a encore dans beaucoup de pensées, d'opinions, que quand ça sort de ces catégories, que c'est la parole d'évangile. On va en sortir progressivement. Je pense que la gouvernance Talon, à travers la révolution qu'elle nous impose, et que nous avons, que le peuple a accepté par le vote, le suffrage porté sur lui, la gouvernance Talon va essayer, est en train d'essayer, donc, de faire changer cette situation-là. Il ne s'agit pas que les gens s'agitent pour que ce soit. Oui, il y a un an, on attendait que, ah oui, la grève, on va voir, c'est pas la grève que le président Talon est venu. Les lois ont été votées régulièrement. Et les gens, c'est respecté. Je pense qu'il y a un certain nombre de lois bien faites, des lois qui impactent le développement, des lois qui font du bien au peuple, mais que d'autres personnes sont là pour créer le trouble dans les esprits. Donc, on en est arrivé là parce qu'on s'est laissé fabriquer des idoles sociales, des idoles sociétales, des idoles donc oui, sociétales, donc qui font que nous pensons que dès qu'ils prennent la parole, dès qu'ils agissent, c'est déjà le peuple, la voix de Dieu. Non, la voix divine, c'est ce qui nous vient de la conscience. Mais aussi, la voix divine peut s'incarner par celui à qui tu as bien voulu confier une parcelle du pouvoir
dont il est détenteur et qui s'exprime par les pouvoirs qu'on confie à nos institutions. Aujourd'hui, notre président de la République est un détenteur d'une parcelle du pouvoir divin. C'est une évidence. Et c'est parce qu'il ne l'a pas arraché. Il a obtenu une élection. Donc, nous devons lui faire confiance, pas aveuglément, dire non quand on peut le dire non, mais pas bloquer le fonctionnement, tant que tout cela découle des lois et du respect de la République. Donc, voilà dans l'ensemble. On est arrivé là parce qu'on s'est laissé aller. Il est temps qu'on se recadre. C'est la révolution. On doit la gagner, sinon on va périr.